départ, il y a 7 ou 8 ans, donc je suis arrivé ici un peu plus de 8 ans, il y avait un taux d'exclusion assez élevé, mais qui correspondait globalement au taux d'exclusion des écoles du type de notre école. Donc ça veut dire à peu près entre 35 et 40 jeunes par an. Après s'être interrogé là-dessus, on a dû déclarer que ça ne pouvait pas être quelque chose qui devait perdurer. Donc on a essayé de mettre en place une structure qui a permis ce qu'on appelle l'école autrement, le DIAS, bien avant que le décret n'oblige normalement toutes les écoles à avoir un DIAS. Il y a un décret qui l'oblige, mais il n'y a personne qui le fait. Et donc ce DIAS nous a permis de réduire jusqu'à 4 ou 5 exclusions définitives par an. Et donc ça c'est vraiment pour nous un projet. Mais ce qui interpelle vraiment dans ce projet que M. Carrel s'est mis en place, c'est qu'au départ, comme ça n'existe pas, ou ça n'existait pas, j'ai quand même pu demander à des gens atteints d'une folie certaine de se lancer en se disant, voilà, dès demain, vous serez responsable du projet. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Et l'ambiance a fait que c'était oui. Et toutes sortes de projets ont pris place comme ça, qui fait l'école autrement. Et ça nous a permis vraiment de travailler l'accrochage scolaire et d'éviter que des jeunes se retrouvent sous les ponts. L'école autrement, donc, c'est l'endroit où des élèves en difficulté, certains disent des élèves difficiles, je préfère parler d'élèves en difficulté, peuvent passer 3 semaines avec nous pour retravailler des concepts qui vont leur permettre de retourner en classe. Des concepts tels que comment je gère un conflit, comment je gère mes besoins, comment je gère ma relation à l'autre, quel est mon regard sur moi-même, comment je gère mon estime de moi-même, ma confiance en moi. La relation à l'autre au sein d'une classe. Une fois qu'il aura passé ce séjour avec nous, on va le réintroduire petit à petit en classe et voir si l'élève va reprendre une vie plus agréable en classe. Et ça déborde tout le temps. Ton cerveau, tu réfléchis tellement que ça déborde. Hein, et tu peux nous expliquer comment ça fonctionne quand ça déborde? Je réfléchis plus, etc. Après, je raconte des bêtises. Tu racontes des bêtises, Ouais. et ce qui sort, ce sont des bêtises. Non, c'est des petites blagues, etc. Mais voilà. Mais voilà, et quand tu dis mais voilà, ça dérange les autres? Ouais. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire alors? Diminuer. Derrière le fait du renvoi définitif d'un élève, il y a un travail sur l'accrochage scolaire. Et donc, quand tout à l'heure vous avez demandé c'est quoi l'école autrement, ben vous êtes dans le local de l'école autrement. Et j'insiste aussi, on ne va pas à l'école autrement sur un claquement de doigts. C'est le conseil de classe, de manière régulière, qui, avec les éducateurs, les professeurs, la direction, examine le dossier des élèves. Et on travaille là-dessus avec les compétences sociales de Bloom, mais on travaille aussi avec les compétences cognitives de Bloom. Et on essaie d'identifier la problématique. Et donc, ils viennent à l'école autrement avec un dossier qui a été rédigé par les professeurs en conseil de classe sur les éléments qui sont à travailler. Violence verbale, violence physique, non-travail, non-présence, comportement inadapté vis-à-vis des condisciples ou vis-à-vis d'un enseignant. Tout ça est listé en termes des compétences sociales et il ne vient pas ici n'importe quand. Il y a ce que les professeurs de l'école autrement ont appelé des saisons qui durent, au départ c'était 6 semaines, maintenant elles sont à 3 et peut-être 4 semaines, où il y a toute une hiérarchie qui est mise en place. Les parents sont reçus par la direction, individuellement. La direction met le cadre et met même parfois une pression sur les parents en espérant qu'eux-mêmes vont jouer leur rôle. Puis il y a le passage des parents avec les membres de l'école autrement où ils vont expliquer ce qu'ils vont faire à l'école autrement, leurs enfants. Et puis les parents reviennent après 2 semaines. Donc 6 à 4 semaines. Après les 2 semaines, moi je revois les parents. Je dis, est-ce que l'enfant a changé chez vous? Nous nous étions engagés, triangle, nous étions engagés, chers parents, à ce que vous demandiez à votre enfant de travailler 15 minutes à la maison quand il est avec vous. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce qu'il l'a fait? Et donc moi je mets une pression sur le jeune comme ça et j'essaye, ça c'est mon rôle à moi, de travailler avec les parents et la responsabilité des parents. Donc voilà, c'est vraiment ceci. Et donc il y a 5 saisons, entre guillemets, de l'école autrement par an. L'élève vient seul, mais il y a également ses enseignants qui peuvent venir le voir, participer aux activités. Il y a également son éducateur qui va passer. Et c'est l'enfant lui-même qui va prendre conscience au cœur de l'école autrement qu'il ne peut pas changer l'autre, qu'il peut se changer lui-même. Il a une force sur lui-même. Et que cette force, il va l'acquérir petit à petit s'il l'a déjà acquis en partie, pour pouvoir travailler la gestion de conflits dont on parlait là tantôt, la gestion de relations à l'autre ou la gestion de ses besoins, etc. Donc on personnalise, mais il y a entre 10 et 15 jeunes dans chacune des saisons qui ont été identifiés par rapport à ces difficultés. La plupart du temps, effectivement, sont des jeunes qui ont en dessous de 17 ans.
les autres étant parfois dans un autre contexte. Mais voilà, il y a un groupe ici d'une quinzaine de jeunes qui travaillent pendant 3 ou 4 semaines. Et donc le matin, ils travaillent sur des stratégies dont les outils qui nous entourent dans cette classe, connaissance de soi, est-ce que d'abord je sais dormir? Parce qu'il y a des éléments où on voit des enfants qui ne dorment pas. Donc tous ces éléments-là. Et l'après-midi, ce qui est important dans notre ça, c'est que l'après-midi, ils ont leurs travaux scolaires. Donc pour nous, ils ne sont pas déscolarisés. C'est le jeune lui-même qui va construire le cours. Ce n'est pas l'enseignant qui sait et l'enfant dont on va remplir le cerveau. Non, c'est ensemble. Nous avons bien des enseignants, des éducateurs, parfois des parents qui viennent à l'école autrement aussi. Et donc ensemble, nous allons faire le cours. Et donc le cours, évidemment qu'on a une structure. On sait qu'on va par exemple apprendre à gérer ses besoins. On a créé un jeu pédagogique avec les élèves d'une saison précédente, où on a créé la pyramide que je peux vous montrer tout à l'heure, où on va jouer, on va tous jouer, l'enfant, l'adulte, le grand, le petit, et au cœur de ça, chacun va pouvoir progresser. L'objectif, c'est d'atteindre, bien sûr, l'objectif pédagogique, mais c'est aussi de faire un travail sur soi. Je n'enseigne pas la gestion des besoins, j'apprends ou je permets aux jeunes d'apprendre à gérer son besoin. Un même objet, par exemple, va susciter un besoin chez vous qui n'est pas le besoin de, par exemple, M. de Brux ou le mien. Et donc, dans ce sens-là, on va chacun pouvoir progresser différemment par rapport à un même élément. Nous partons du principe que l'élève est éducable. Il y a d'office, il est bon, il est bien, avant de commencer. On ne va pas chercher la partie noire qui est en lui, mais la partie claire. Même si c'est difficile, on va le voir comme étant capable de réussir. Et c'est ce regard-là qui permet à l'élève d'émerger. Moi, je pense qu'à partir du moment où on voit l'élève comme étant capable lui-même d'enseigner, parce que c'est à ça qui va arriver, les ateliers du mercredi. Donc oui, je vais expliquer ce que c'est que les ateliers du mercredi, c'est-à-dire l'endroit où les élèves de l'école vont pouvoir être en retenue quelque part. Eh bien, on a supprimé ces retenues, et donc l'enfant va pouvoir... C'est un cours qui va se donner, et un cours qui va se donner par les élèves qui sont venus à l'école autrement. Donc lui-même va devenir enseignant. Donc nous le voyons déjà comme étant capable lui-même d'enseigner. Il est assisté par des professionnels le mercredi. Ils sont répartis sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc c'est pas une retenue où on fait n'importe quoi. On est en train de mettre des élèves, on dit tiens, ceux-là, ils ont vraiment une problématique d'estime de soi. Il y a un mercredi qui est destiné à ça, on va les envoyer aussi là-bas. Là, il n'y a pas besoin d'une réelle décision du conseil de classe, ça peut être l'éducateur, mais on peut aussi les décider en conseil de classe. Mais je voudrais revenir sur un élément, si je peux me permettre. Il y a un truc qui m'a toujours j'ai trouvé un peu dégoûtant, c'est il faut enlever cette pomme pourrie de la classe. Ça, c'est le concept extraordinaire. Alors, je parle toujours de la norme. Les écoles ont été formées parce qu'on devait former sur la norme. Il y a encore des gens qui travaillent avec le QI de Binet ou de Stein, peu importe, où il y a une norme. Et la norme, elle serait celle qui serait respectable. Les enseignants, à l'époque, et encore maintenant, parfois on a encore ce travers, dans tous les pays occidentaux, les écoles qui formaient les enseignants, on appelait ça des écoles normales. C'est-à-dire qu'il faut normaliser, référencer à une norme. Alors le concept de pomme pourrie, ça me tape un peu sur les nerfs. Effectivement, il y a un enfant qui est en souffrance, il y a quelque chose qui est derrière. Tout ce que nous pouvons mettre en place, nous le ferons. Mais nous ne sommes pas des psychologues cliniciens, on travaille sur la pédagogie, sur l'estime du jeune. On s'interdit de faire de la psychologie. On devrait appeler le PMS pour ça, mais ils ont tellement de travail, le PMS, qu'ils sont rarement au rendez-vous, parce qu'on peut le regretter. Mais on ne peut pas aller dans le clinicien. On reste vraiment dans « j'essaye de trouver en moi les ressources ». Et notre enseignement va là-dedans. Donc on travaille avec les postulats de Robert Burns, qui sont très connus, et il n'y a aucun enfant qui est semblable à un autre, globalement c'est ça. Et on travaille aussi, tout en début d'année, toutes nos classes, les nouveaux élèves de première, pendant une demi-journée, ils ont tout un atelier, que M. Garel s'organise avec d'autres professeurs, sur l'estime de soi, démontré par un exercice assez basique que je suis capable de réussir. Et aussi sur le contexte classe, qui a une importance capitale dans l'accrochage et la motivation. Là, on travaille avec les concepts de VIO, dont on a parlé tout à l'heure. Donc le contexte classe, on ne peut pas y échapper, contexte école non plus. Et là, on fait comprendre à l'élève qu'il est en classe, qu'il ne doit pas se moquer d'un collègue, d'un copain, parce que... Donc là, il est élève, mais nous concevons l'enfant comme étant un jeune dans l'école. Et nous concevons qu'il y a non seulement à travailler avec lui sur les apprentissages, mais aussi sur la socialisation et ses responsabilités qui vont avec. Et ça, c'est la vue globale qui se figure quelque part dans notre projet éducatif. On est très enthousiaste parce que ce projet montre des résultats, mais malheureusement, ce n'est pas encore la potion magique qui permettrait, en claquement de doigts, de se dire, voilà, on va garder tous nos élèves. On doit encore envoyer 4 ou 5 élèves à un moment donné ou un autre, parce que là, nous avons épuisé toutes nos ressources, que nous avons essayé même de faire appel à des éléments extérieurs, et que là, on se trouve confronté à quelque chose dont on parlera peut-être, mais qui est, là, on a épuisé toutes nos... On ne sait plus.
Mais, alors là c'est le rôle de mon adjoint, M. Corradi, jamais on ne renvoie un élève sans avoir travaillé son orientation et essayer de trouver des pistes ou une école qui permettent de répondre au mieux à son contexte. Ça, c'est quand même assez important. On réunit nos équipes par rapport à un problème. On a une problématique dans la classe avec un des élèves dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, la question qu'on va se poser, c'est OK, on doit maintenant répondre à ce besoin-là ou cette problématique. Qu'est-ce qu'on met en place? Et de là, on va créer une activité. On va créer un jeu, par exemple. Je reviens souvent sur les jeux parce que c'est ce qui marche le mieux ou une activité, une animation. Et donc, nous ne sommes plus des enseignants, mais des animateurs. Parce que c'est pas à partir de l'élève, c'est l'élève qui doit construire son propre apprentissage. Et donc, on part de là. Et donc, nous nous formons nous-mêmes, entre nous, avec nos qualités différentes, à créer des animations de toutes pièces qui n'existent nulle part, que nous publions et que nous partageons entre nous, et nous nous entraînons, avec les élèves de l'école autrement, à animer, justement. Et donc, celui qui progresse le plus, au final, c'est l'enseignant. Et ça, c'est génial, parce que du coup, l'enseignant, quand il retourne après dans sa classe réelle, parce qu'il donne également cours dans les classes réelles, enfin, autres que l'école autrement, ils nous disent bien souvent, mais moi, j'ai changé ma propre pédagogie. Je parle autrement à mes élèves après être passé par l'école autrement. Parce que les profs restent généralement 2-3 ans à l'école autrement, puis ils prennent d'autres projets en main que le SAS interne. Mais ça a changé leur pédagogie. Un jeune qui veut s'inscrire chez nous, enfin qui doit, parce qu'il n'a plus beaucoup d'autres choix, nous le recevons avec mon adjoint, M. Corradi, qui est lui le responsable de la gestion directe de toute la structure qui approche le jeune. Nous le recevons et on lui demande de mettre par écrit pourquoi il veut venir s'inscrire à Sainte-Marie, à Châtelineau. Évidemment, il y est souvent obligé, mais le fait de devoir trouver des arguments, ça fait passer dans ce qu'on appelle le néocortex, donc il est quelque part obligé de s'engager. Et puis on lui demande de revenir le lendemain, c'est souvent avec un éducateur, plus souvent qu'avec un parent d'ailleurs. Et puis il doit revenir le lendemain, et le lendemain il doit dire la même chose, et peut-être plus. Mais à ce moment-là, il n'y a pas seulement moi et mon adjoint, il y a aussi les 2 professeurs titulaires de la classe et les 2 délégués des élèves, enfin le délégué principal et son suppléant. Et il doit expliquer pourquoi il doit venir, et puis après, ce sont les délégués qui vont greffer le jeune dans l'organisme classe au niveau du système. Et en faisant ça depuis 4 ans, on s'est aperçu qu'on avait moins, je dirais, de problématiques liées à cet enfant qui arrive et qui vient un peu comme le héros qui s'est fait renvoyer parce que voilà, il y a quelque chose de ça. On cache derrière une violence cette défaite que l'on vient de vivre. Et donc, on a moins de pertes, entre guillemets, d'enfants qui repartent dans la nature. Le rapport de l'OCDE vient de sortir et dit que les enfants qui sont dans les milieux populaires et inscrits dans une école comme la nôtre ont 3 ans de retard sur un enfant dit normal. C'est déjà rassurant. On aurait pu dire 10 ans. Outre ce bref humour noir, malheureusement, je crois que la mixité n'est pas là. Quels que soient les décrets qui viennent de passer, la mixité est difficile à acquérir. Et donc, il y a très peu de réel ascenseur social, et on le voit. Je me souviens des premiers chiffres qui évoquaient le résultat de l'enseignement dit rénové. Ces premiers, vous savez, l'enseignement rénové a commencé dans les écoles officielles dans les années 70. Les écoles catholiques sont passées fin des années 70. Il y a eu une première étude de la KUL, d'un frère des écoles chrétiennes qui était prof à la KUL, qui s'appelle Lombards, qui a montré en 89, une première étude qui démontre que la pyramide sociale n'a pas bougé malgré le rénové. Aujourd'hui, je crois qu'elle est encore au même état, dans le même contexte. Alors, est-ce pour autant que nos jeunes ne sont pas beaux lorsqu'ils sont diplômés de chez nous? Oui, ils sont beaux, parce qu'on a fait un bon travail. On est en train de préparer un Hall of Fame des anciens de Sainte-Marie. Donc tous ceux qui sont sortis depuis une dizaine d'années, un professeur est en contact avec eux. Et dans le couloir que vous avez vu tout à l'heure en étant accueillis devant mon bureau, il y a un grand couloir. On va leur mettre leurs photos, et on va dire boulanger chez. On va leur dire qu'ils sont cuisiniers chez, puéricultrices dans telle institution, leur tête, une signature, et on va faire un Hall of Fame pour savoir qu'ils doivent être fiers de ce qu'ils sont. Et ça, c'est pour moi une des premières priorités. À la fois, je ne voudrais pas non plus apparaître comme une espèce de machin unique au monde qui ne serait pas transférable, mais à la fois, ce que nous faisons ici n'est pas transférable tel quel dans une autre institution. Mais l'important, c'est que toutes les institutions considèrent que dans l'école, en face de l'enseignant, si on veut, il n'y a pas des élèves, mais des jeunes avec lesquels il faut travailler. Donc j'ai toujours un peu peur quand on parle de notre école dans d'autres institutions, que l'on nous considère un peu comme des extraterrestres. Mais il n'empêche qu'on doit quand même être fiers de ce qu'on fait.